On se retrouve en direct sur le plateau de la foire de Brignoles avec, alors il m'a grondé, il faut que je le dise avec l'accent, Eric Paolini. On est Oui, bien? On est. c'est très bien, parfait. Voilà, vice-président du cluster Provence-Rosé, ancien président aussi Ouais. de ce cluster. Donc vous êtes là à ce moment, à ce titre. Dites-nous un peu les activités, la carte d'identité de ce cluster Provence-Rosé. Le cluster Provence Rosé, c'est tout simplement une association d'entreprises. La particularité, c'est que c'est une association qui est amont et aval de la filière du rosé de Provence. En fait, tout simplement, il y a plusieurs années de ça, ça va faire maintenant 7 ans, 8 ans, on s'est réunis, on s'est dit que finalement, le rosé de Provence était en pleine expansion et que c'était une filière qui nécessitait de plus en plus d'investissements de la part notamment de nos clients, vignerons, coopérateurs et autres, et qui commençait à être intéressant pour nous peut-être de se rassembler pour essayer de participer à cette expansion et surtout de participer à la notion d'innovation, de progrès. Sur le rosé de Provence a une particularité, c'est que c'est un vin très technique à faire et on s'est imaginé que nous, entreprises amont et aval de la filière, on pouvait se fédérer pour essayer de contribuer à ce mouvement ascendant. Oui, parce qu'il n'y a pas seulement des vignerons, des viticulteurs au Il n'y sein en de a ce pas. cluster. Il n'y en a pas. Il y en a pas en fait. Il y a surtout des acteurs qui gravitent autour Exactement. des machinismes agricoles. Exactement. Détaillez-nous un peu les différentes typologies de métiers. En fait, il y a quasiment toutes les entreprises qui permettent à un producteur de rosé ou à un négociant ou à un coopérateur de pouvoir faire son vin et de le commercialiser. Il y a toute la partie évidemment agricole, les tracteurs, les machines à vendanger, mais il y a aussi toute la partie cave, vinification, embouteillage, mais aussi tout ce qui tourne autour du service, de l'emballage, de la mise en bouteille, des bouteilles, du marketing, de la comptabilité, enfin tout ce qui permet à un producteur de rosé de Provence de pouvoir à la fois le produire, mais aussi de le mettre en bouteille, de le packager, de le marketer, et puis après de partir sur les marchés internationaux pour le vendre. Donc c'est un petit peu vraiment tout l'ensemble des entreprises qui permettent à la filière du rosé de le produire le mieux possible. D'accord, donc vous avez vous avez différents rôles finalement avec ce cluster. C'est à la fois un réseau d'affaires, un business club. Il y a, j'imagine, une petite partie aussi de lobbying, quoi, faire parler d'une seule voix avec les différents acteurs de cette filière rosée, connexes à la production. Exactement, vous avez bien résumé. C'est à la fois évidemment, ça reste un lieu de rencontre inter-entreprises, sachant que dans le cluster, il y a aussi des entreprises concurrentes. Alors ce qui n'est pas inintéressant, c'est que ça permet à toutes ces entreprises de se connaître. Et de temps en temps, ce n'est pas inintéressant aussi de se connaître un petit peu mieux que simplement de se voir de loin. Mais, et essentiellement c'est le but du cluster, c'est de participer donc à la vie du rosé de Provence, qui on le sait aujourd'hui est quand même le rosé numéro 1 au monde, que tout le monde nous envie. Donc on est là aussi pour aider à cette expansion. Et en même temps, il y a du lobbying, parce que de temps en temps, on a besoin d'être ensemble. Et on s'est aperçu aussi qu'on était assez éclatés. On a peu d'associations dans nos métiers d'entreprise. Donc finalement, l'idée de faire un cluster, mais qui était basé vraiment sur le rosé de Provence, ça nous permettait aussi de temps en temps, auprès de politiques, auprès aussi des grandes institutions, de pouvoir dire, attention, il serait peut-être intéressant d'aller dans cette direction plutôt qu'une autre. Il y a la notion de l'emploi, il y a la notion de la formation aussi. Ça a été d'ailleurs nos premiers objectifs, c'était essayer de contribuer à rendre la filière plus attractive. Parce qu'on s'aperçoit, c'est un petit peu le leitmotiv en ce moment, qu'on a de plus en plus de mal à recruter. Nos clients ont de plus en plus de mal à recruter. Donc finalement, on s'est dit pourquoi pas là aussi aider, essayer de contribuer pour tout notre partenariat avec l'école de la deuxième chance, avec l'UPV et des institutions comme ça. Donc l'idée est un petit peu de fédérer tout ça, quoi. C'est aujourd'hui, est-ce que c'est Provence verte, c'est Var, c'est au-delà, ça va jusqu'à la région? Alors, la jeunesse, c'est la Provence verte. On peut dire que je voulais même je me suis amusé à le penser l'autre jour, on dit que c'est en Provence que le rosé est né, on pourrait dire que le cluster, lui, il est né en Provence verte. C'est la seule différence. Mais c'est bien ça, on couvre vraiment le bassin de la Provence, donc les appellations Coteaux Varois en Provence, Coteaux d'Aix en Provence, évidemment Côte à Provence, mais aussi quelque peu les IGP. Donc on couvre un petit peu la zone du rosé de Provence. Voilà, c'est vraiment de là où on est, quoi. Le calendrier de ce cluster Provence Rosé, il y a des rencontres, il y a des conférences, il y a des événements que vous organisez sur l'année. Alors déjà, régulièrement, et pour bien se connaître, on essaye de s'inviter les uns chez les autres. Donc il y a quasiment mensuellement une visite par mois d'entreprise. Donc ça permet à toutes les entreprises du cluster, nous sommes 42 aujourd'hui, à pouvoir connaître un petit peu les lieux et puis surtout l'activité des unes des autres. Il y a régulièrement aussi des animations, des conférences. On essaye
toujours d'amener un petit peu des gens qui peuvent nous apporter quelque chose, nous, en tant qu'entreprise. On va dire que le cluster est composé essentiellement de chefs d'entreprise et ou de managers et ou de collaborateurs, mais qui participent à la vie de leurs entreprises. Donc, essayer de faire venir des gens qui nous amènent de la réflexion sur la gestion de nos entreprises, sur les nouveaux modes de fonctionnement des entreprises, etc., etc. Donc, il y a tout ça. Et puis, par exemple, comme ce soir, il y a des événements comme le trophée de l'innovation. Voilà. Voilà, et les trophées de l'innovation, justement, on va y passer. Les lauréats seront dévoilés ce soir. Même si je vous soudoie, je ne saurais pas qui a gagné. Non, parce qu'on veut garder le suspense, sinon c'est pas marrant. Puis en plus, c'est les premiers, donc on veut vraiment que ce soit le plus mystérieux possible. Non, mais tout simplement, c'était là aussi, ça partait de l'idée que pour essayer de mettre un coup de projecteur sur notre filière, créer des trophées de l'innovation pour une production qui est très innovante. Je le répète, le rosé, c'est un produit qui est très particulier à faire et qui nécessite beaucoup de technologie, beaucoup d'innovation. Et c'est pour ça qu'on est peut-être les numéros 1 dans le monde, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en avance sur toutes ces innovations. C'était là aussi de participer et de, pourquoi pas, essayer de contribuer en faisant connaître à l'ensemble de la profession des innovations qui pourront peut-être être demain utilisées par nos amis vignerons, et je l'espère en tout cas. Donc c'est la première édition de ces trophées de l'innovation. Comment s'est passé l'appel à projet? Vous avez lancé un appel à participation auprès d'acteurs de la filière. Il y a différentes catégories. Comment ça se passe? Oui, il y a différentes catégories. Il y a le process vinicole, il y a la problématique environnementale, sociétale, marketing. Il y a tous ces différents thèmes. Oui, on a tout simplement fait un appel à projet. Donc on a lancé le projet dans la nature. Ça a été un peu complexe parce que ça fait maintenant quasiment 3 ans que ça a duré. Bon, vous savez qu'il y a eu un petit événement au milieu qui n'a pas été simple. Ça fait qu'on a été obligé de repousser. Ça a été vraiment super compliqué. Mais bon, on y est arrivé, on a bien résisté et finalement, on a eu des jolies propositions. On a vu arriver des entreprises dont on ne soupçonnait même pas l'existence. Bon, évidemment, beaucoup sous forme de start-up, mais aussi de très grandes entreprises qui sont venues compétiter. Donc ça fait que ce soir, on a un trophée qui va être vraiment très original et avec des vraies particularités pour tout ça, quoi. Donc il y a quelle catégorie? C'est dans quelle Alors là, vous allez me poser une colle parce qu'en tête, je ne les ai pas tous, mais il y a le process vinicole, il y a l'environnement, il y a le marketing, il y a le sociétal, et je crois que je n'en oublie pas trop. Je crois que c'est ça. Oui, c'est à peu près ça. Il doit peut-être manquer une. D'accord, donc un lauréat par catégorie, j'imagine. Un lauréat par catégorie, oui, tout à fait. Et qu'est-ce que ça va lui faire gagner? De la visibilité, du réseau? Déjà, il a une adhésion gratuite d'1 an au cluster Provence Rosé. C'est énorme. C'est déjà pas du luxe. Bon, évidemment, oui, il va gagner, on l'espère en tout cas, de l'audience, du réseau. Ce soir, parmi l'assistance, il y aura aussi des vignerons, mais bon, obligatoirement, on est un petit peu là aujourd'hui pour ça, mais ça va faire aussi un peu de buzz. Donc obligatoirement, il y aura toujours un petit peu de retour. Et puis de toute façon, notamment, je pense à une ou deux entreprises qui ne sont pas encore réellement dans le métier, mais qui ont une innovation qui intéresse le métier. Ça peut être une porte d'entrée pour eux pour se faire connaître plus rapidement et pourquoi pas, ultimement, d'avoir des clients plus vite que prévu, quoi. D'accord, l'idée c'est de générer, au-delà du fait d'adhérer au cluster, Oui. de générer une nouvelle notoriété des deux côtés finalement, à la fois de faire connaître le cluster, de faire connaître des entreprises, vous le disiez vous-même, que vous ne connaissiez même pas. C'est ça. Il y a eu beaucoup de dossiers qui ont été déposés, vous avez une idée? Oui, on a eu un assez grand nombre pour nous, on trouve que c'est un assez grand nombre, mais sur la totalité, on n'a pas eu loin de, je crois que c'est pas loin de 60 dossiers qui ont été déposés, donc il y a eu quand même un intérêt. On aurait peut-être voulu en avoir plus, mais bon, au bout d'un moment, c'est notre premier, donc on espère que d'année en année, ou peut-être tous les 10 ans, on ne sait pas encore la régularité de ces trophées, mais que petit à petit, ça va prendre de l'ampleur et qu'on attirera de plus en plus de monde pour participer, quoi. Donc ça va être dévoilé ce soir, hein, Exactement, les lauréats. Ça se passe où, comment? Ça se passe au hall des expositions à partir de 19h. D'accord. Et on avait lancé pas mal d'invitations sur les réseaux et autres. Je crois qu'il y a à peu près entre 120 et 150 personnes qui sont là ce soir. Donc c'est une belle assistance. Et puis on a la chance aussi d'avoir pas mal d'invités prestigieux. Et donc ça devrait être une belle soirée. On aura peut-être l'occasion de recevoir ici sur le plateau un lauréat dans la suite de la semaine. L'actualité du cluster Provence Rosé ici à la foire de Brignoles, c'est quoi? Quelles sont les raisons de votre présence ici? Tout d'abord, il y a une relation croisée parce que M. Balator, qui est le président de la foire, est aussi membre du bureau du cluster Provence Rosé. Donc quand il a pris la présidence, tout de suite dans son idée, c'était de voir comment on aurait pu de nouveau remettre l'agricole dans la foire de Brignoles. Il y a un projet qui, à mon avis, verra le jour l'année prochaine, mais qui a été un petit peu avorté. Mais il y a une vraie volonté de M. Balator. Donc, l'idée que le cluster Provence Rosé
participe à la ville de la Foire, ça paraissait cohérent par rapport à l'envie qu'a la Foire de Brugnoles de redevenir, puisqu'elle l'a été pendant très longtemps, peut-être un véritable lieu pour tout ce qui est activité agricole et notamment tournée vers le rosé de Provence. Donc c'est pour ça qu'on est là. Et en même temps, ils nous ont gentiment permis de participer, d'utiliser de temps en temps les locaux pour des réunions et ça. Donc il y a une vraie relation croisée entre la Foire de Brugnoles. De toute façon, il y a une véritable relation croisée entre la ville de Brugnoles et le cluster Provence Rosé, quoi qu'il en soit. Et j'imagine aussi peut-être le fait d'avoir choisi d'être présent au cœur de cette foire qui est à la fois agricole, viticole, rurale et grand public. C'est Ouais. peut-être l'occasion de mettre un coup de projecteur sur certains métiers Tout à qui, fait. vous le disiez, sont en tension en recrutement et Tout à fait. peut-être de Ouais. susciter des vocations. Exactement, ça permet d'abord de communiquer l'existence de nos activités, de nos entreprises, de nos métiers. On parle de la foire de Brignoles. Brignoles, la zone de Nicopolis, regorge d'entreprises qui tournent autour du rosé de Provence avec des centaines et des centaines d'emplois à la clé. Et comme je disais tout à l'heure, beaucoup d'entreprises qui cherchent en ce moment aussi de nouveaux collaborateurs. Donc ça paraissait cohérent que le cluster Provence Rosé soit au sein de la foire de Brignoles. Sachant que Brignoles étant un peu la capitale quand même du centre de la Provence presque. Il y a une autre actualité qui concerne le cluster Provence Rosé de manière connexe, c'est les rencontres, les assises de l'agroécologie, alors qui n'ont pas lieu sur le site de la Foire Brignoles, qui ont lieu au parc Hall des Expositions. Elles vont consister en quoi ces assises? En fait, là aussi, ça part du même constat. La filière évolue, et notamment sur l'agroécologie. Vous le savez, la pression sociale est telle, et puis de toute façon, aujourd'hui, on ne peut pas venir en arrière. Le mouvement est lancé, il y a une problématique environnementale. Nos producteurs de rosé sont avant tout des agriculteurs. Donc, en tant qu'agriculteurs, le travail du sol, la notion de la préservation de l'eau, des ressources, et d'essayer d'aller dans de nouvelles pratiques ou des pratiques qui sont déjà en place, mais de les améliorer pour essayer de mieux produire avec moins, en essayant d'utiliser le moins d'énergie possible. Il y a la problématique de l'eau, qui est devenue vraiment un immense enjeu pour nous, parce que sans eau, la vigne a du mal à pousser. Elle n'a pas besoin de beaucoup, mais quand même un peu. Or, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, l'accès à l'eau devient complexe. Donc tout ça fait qu'on s'était dit qu'on pouvait profiter aussi de l'espace de la Foire de Brignoles pour créer, là aussi, ces premières assises de l'agroécologie qui vont simplement une journée de réflexion avec des intervenants qui vont permettre aux acteurs et aux participants d'avoir une réflexion sur ce que va l'agriculture d'aujourd'hui, mais aussi celle de demain. En parallèle, on a créé une activité au sein du cluster, ou du moins un département, ça s'appelle le sol vivant. Donc là aussi, ce sont des gens du métier qui réfléchissent en permanence de comment on peut mieux adapter les sols, comment on peut retravailler les sols d'une façon différenciée, puisqu'aujourd'hui, une grande partie des produits que l'on utilisait, notamment chimiques, sont interdits ou vont l'être. Et de toute façon, on a quasiment 30% de la population vigneronne qui est déjà passée en bio, et ça va continuer. Donc le travail du sol est en train de redevenir au cœur même du métier d'agriculteur. Donc voilà, tout ça fait qu'on s'est dit, on lance les assises de l'agroécologie pour avoir ce mouvement de réflexion collaboratif pour essayer d'aller vers de nouvelles pratiques. Oui, qu'on soit en bio ou en conversion bio, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est presque un prérequis, on a envie de dire. Ça commence à devenir une évidence. Ouais. C'est plus une lubie, un gadget. Non. Aujourd'hui, de toute façon, il y a aussi des labels comme HVE, haute valeur environnementale. De toute façon, nos producteurs de rosé sont avant tout des entreprises. Donc, elles vendent leur vin. Pour vendre le vin aujourd'hui, je pense que ça va être de plus en plus difficile de vendre un vin étiqueté conventionnel versus du bio, de la HVE ou autre type de label. Et puis de toute façon, il y a aussi une nouvelle génération d'agriculteurs qui ne se pose même pas de la question de savoir si oui ou non elle va le faire. Elle veut le faire. Je veux dire, c'est comme nos enfants qui disent, moi ma fille aujourd'hui elle me dit je veux travailler dans une entreprise qui est bonne pour l'environnement, qui a du RSE, qui fait du bien à la planète. Bon, je crois que là aussi, ça sert à rien de se voiler la face. La nouvelle génération, elle a envie d'un autre monde. Nos agriculteurs ont des enfants qui souvent récupèrent l'entreprise de leurs parents. Ils veulent aussi un autre monde. De toute façon, ce moment, il n'est même pas lancé. Ça y est, c'est parti. Là maintenant, ça va aller de plus en plus vite. La contrainte, c'est que c'est toujours l'éternel problème. Passer d'un ancien système à un nouveau système a des contraintes. Il y a des enjeux économiques aussi. Parce que c'est tellement plus facile de pulvériser des produits chimiques et 6 mois après de revenir parce que l'herbe n'a pas poussé, que d'y aller quasiment tous les 15 jours quand l'herbe pousse. Donc tout ça fait qu'il y a des contraintes nouvelles, il y a une utilisation de machines nouvelles, les robots arrivent.
on va en parler ce soir. L'innovation, elle est géniale parce que finalement, on va arriver aujourd'hui des robots dans les vignes. Il y a encore 15 ans, vous auriez dit ça à un agriculteur, science-fiction, il vous aurait dit non mais ça va pas, non c'est plus la science-fiction, les robots sont là. Alors c'est encore à l'ébauche, mais on a 3 marques françaises très puissantes aujourd'hui qui sont en train d'arriver massivement et une vient d'être achetée par Pélingue d'ailleurs, qui sont en train d'avoir des résultats spectaculaires avec des machines qui sont complètement autonomes. Les tracteurs électriques arrivent. Voilà, donc tout ça fait que ça y est, le moment est lancé. Et on est parti pour une sorte de révolution en fait. On peut robotiser quoi dans les vignes? La coupe, la taille Alors la taille, pas encore, mais ils y travaillent. Mais par contre, tout le travail du champ, le désherbage, qui est vraiment une contrainte énorme. Ça vous oblige à sortir le tracteur, à le faire. Aujourd'hui, il y a des robots qui peuvent désherber des rangs de vignes quasiment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans aucun contrôle. Alors, il y a une législation, il faut qu'il y ait une personne qui surveille. Et ils ne sont pas encore 100% autonomes. Mais leur autonomie existe. Une chose, on en attend beaucoup, c'est la 5G. À partir du moment où la 5G va arriver massivement, on va dire que quasiment tous les constructeurs de tracteurs, de machines sont prêts à automatiser quasiment tous les engins roulants grâce à la 5G. C'est la 5G qui, pour l'instant, qu'elle ne soit pas encore mise en place massivement, qui freine un petit peu. Mais on est quasiment prêt, mais c'est comme les voitures. Demain, avec la 5G, normalement, toutes les voitures seront autonomes aussi. D'accord, ce qui permettra de soulager les tâches, la pénibilité des tâches et de se concentrer peut-être pour les agriculteurs, les viticulteurs vraiment sur le cœur de leur métier, la production, l'assemblage quand on parle de vin. Et puis même, aujourd'hui, on met des sondes dans les champs, on met des stations météo dans les champs, donc ça veut dire que le matin, le vigneron ou le maraîcher ou n'importe quel agriculteur peut avoir de se dire, bah, tiens, là il va me manquer de l'azote, là il va me manquer de l'eau, là il y a trop de vent, là il n'y a pas assez de vent, donc j'amène ce que je dois amener là où je dois l'amener, alors qu'avant, on partait dans le champ, on en amenait de partout. Donc là aussi, il y a la notion d'économie et de rentabilité. Mais en même temps, pendant qu'il a l'information, il n'est pas obligé lui-même d'aller la chercher. Ça veut dire que si l'information lui dit c'est bon, tout va bien, il peut aller faire autre chose. Donc l'idée, c'est de faire aussi gagner du temps de productivité. Comme je le disais tout à l'heure, il y a un manque de ressources humaines. Aujourd'hui, trouver un tractoriste, je dirais que c'est presque du miracle. Il y a des formations en ce moment en France où il n'y a personne. Alors qu'un tractoriste en Provence... Pour donner une échelle de salaire, c'est quelqu'un qui peut toucher facilement entre 2000 et 2500 euros net par mois logé. C'est quand même pas des petits salaires et le logement est inclus. Et ben, nos clients, en grande partie, ne trouvent pas de tractoristes. Alors que les tracteurs sont là. Et aujourd'hui, un tracteur, entre vous et moi, c'est pas le tracteur de papa. C'est comme la voiture, c'est le même confort. Tout est climatisé, il n'y a plus du tout la contrainte physique. Mais voilà, donc, et ça étant, puisqu'on a du mal à trouver, la robotisation, elle va pouvoir permettre à nos clients de continuer à produire correctement. D'accord, on découvrira ce soir effectivement les différents lauréats de ces trophées d'innovation. Et pour revenir rapidement sur les assises de l'agroécologie, donc qui ont lieu vendredi, d'ailleurs des conférences, des tables rondes, des présentations. À la base, ce sont des conférences avec table ronde, avec une notion de débat. Donc il y aura des thématiques liées évidemment à l'agroécologie. Il y aura des intervenants qui sont des gens qui viennent soit de l'agroécologie en général, mais aussi des agronomes et tout, qui pourront nous présenter certaines solutions avec la notion de débat pour que les participants, qui vont être essentiellement des agriculteurs, puissent aussi amener leurs idées et leurs collaboratifs. C'est grand public ou c'est vraiment professionnel? C'est professionnel. C'est professionnel, tout à fait. Eh bien, merci Eric Paolini, vice-président du cluster Provence Rosé, d'être venu un peu nous présenter les activités de ce cluster. Évidemment, vous allez passer la fin de la semaine sur la foire. Vous êtes à disposition des agriculteurs, des viticulteurs, des acteurs de la viticulture au sens large pour expliquer vos activités et celles du cluster Provence Rosé. Donc, on attend ce soir les lauréats de ces premiers trophées de l'innovation. On aura peut-être l'occasion d'en recevoir ici sur ce plateau. Merci beaucoup, bonne fin de journée et bonne foire à vous. Merci. À très bientôt, au revoir.